Bonjour, mon nom est Pierre Drapeau, je suis président, directeur général de la Fédération des chefs d'entreprise du Québec. Il me fait plaisir de vous recevoir dans cette série de balados qui s'intitule Les Semaines de la défense canadienne. Cette série de balados s'adresse particulièrement aux entrepreneurs québécois. Les entrepreneurs québécois qui actuellement sont peut-être déjà en affaires avec les grands donneurs d'ordre, que ce soit au niveau canadien ou à l'extérieur du pays, dans le secteur de la défense, mais aussi aux milliers d'autres entreprises qui se posent des questions actuellement, à savoir s'il y a des opportunités d'affaires potentielles dans les prochaines années pour elles dans cette filière économique d'importance dans laquelle il y a des dizaines, voire des centaines de milliards qui seront investis, tant au niveau des opérations de la défense que des infrastructures en tant que telles. Alors déjà, on entend quelques histoires à succès au Québec d'entreprises qui se positionnent très habilement et je les félicite personnellement. Merci beaucoup et bon visionnement à tout le monde. Bonjour et bienvenue à notre série de capsules vidéo ayant pour but de vous informer sur les différentes facettes du virage canadien vers une nouvelle stratégie de défense industrielle. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec mon invité la dimension européenne de cette montée en puissance canadienne qui est centrée sur la défense, mais qui se veut avant tout industrielle. Mon invité est le brigadier général Gervais Carpentier. Récemment retraité des Forces armées canadiennes, c'est un ancien officier d'infanterie du célèbre 22e régiment. C'est un régiment qui est très bien connu au Québec. Le général Carpentier a servi de 2021 à 2024 comme représentant militaire national au quartier général de l'OTAN à Mons en Belgique. Chaque pays de l'OTAN envoie un représentant, puis ça sert de forum de discussion. Il a donc suivi de près l'évolution du conflit en Ukraine depuis le sol européen, la volonté de répondre à une nouvelle menace russe sur l'Europe par un réarmement à l'OTAN. Puis, il était sur place pour bien comprendre les nuances de la relation européenne aujourd'hui devant cette menace russe, devant un support américain envers l'OTAN qui devient de plus en plus incertain au fil des mois. Général Carpentier, bienvenue. Merci, Yvan. Ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. D'un côté militaire, le Canada, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a toujours été proche et des États-Unis, puis et des Européens. Le Canada a été un membre important de l'OTAN, souvent servant de pont entre les Américains et les Européens. Puis sa participation active à plusieurs opérations des dernières décennies a été appréciée de beaucoup de l'Europe. Par contre, le Canada a été critiqué pour un engagement du bout des lèvres à un financement accru vers un 2% ces dernières années. Puis, il a peut-être perdu son influence au sein de l'OTAN en même temps. Avec ce qui se passe depuis un an, avec les Américains là, qui semblent se retirer de l'Alliance, d'un support nécessaire de l'OTAN envers l'Ukraine, puis aussi d'une menace accrue de la Russie envers l'Europe. Comment le Canada est maintenant perçu comme membre de l'OTAN par les Européens? Puis est-ce que le Canada a encore sa place au sein de cette alliance là, qui est de plus en plus européenne puis de moins en moins américaine? Écoute, c'est une question que je me suis posée. Tu as mentionné que j'ai été 3 ans avec l'OTAN en Belgique, 2021-2024. C'est des questions que je me suis posées. Fait que, laissez-moi vous en parler un petit peu. Fait que, je dirais d'emblée que pour moi, stratégiquement, il n'y a aucun doute que c'est un bénéfice pour le Canada de faire partie de la plus grande et de la plus puissante alliance militaire au monde. Le Canada a besoin de faire partie d'organisations multilatérales comme puissance moyenne. Besoin de ça pour assurer sa souveraineté, projeter son influence, puis défendre ses intérêts, évidemment. Puis avec ça, quand on fait partie d'organisations comme ça multilatérales, il y a des bénéfices économiques qu'on va sûrement parler au cours des prochaines minutes. L'OTAN, juste en 2025, c'est 20% d'augmentation dans les dépenses sur la défense. C'est 1,5 milliard de dollars en dépenses militaires.
Puis même si on enlève les États-Unis, qui sont à peu près 60%, mais on parle quand même là, de probablement approximativement 700 milliards de dollars de dépenses pour les autres pays, le Canada et les autres pays européens. Comme on sait, le Canada est un fier membre fondateur de l'OTAN, une des 12 Premières Nations qui a fait partie de l'OTAN lors de sa fondation en 1949. Puis on a, en vivant en Amérique du Nord, étant en Amérique du Nord, moi comme militaire, on se compare souvent aux États-Unis, puis on se trouve petit. Mais j'ai trouvé intéressant dans mes premiers échanges avec mes confrères, mes consoeurs, quand j'étais avec l'OTAN en Belgique, que ils trouvent le Canada comme un gros pays. Ils ne trouvent pas qu'on est petit. Fait que, des fois, c'est une question de perspective. En fait, quand on se compare aux 32 pays de l'OTAN, on est 8e en population. Puis malgré qu'on a peut-être été déficient dans l'investissement à travers les années, l'investissement dans la défense, dollar pour dollar, notre budget est quand même 7e en comparaison là, des 32 autres pays. Tu as parlé de crédibilité et d'influence. C'est sûr qu'en 2024, là, avant les annonces du gouvernement, on était à 1,37% du PIB en dépenses sur la défense. En 2014, on était, je crois, en bas de 1%. Depuis l'année dernière, on a monté à 2,1%, mais c'est, comme tu as mentionné, ces sous-investissements-là en défense ont nuit à la crédibilité du Canada, mais je pense qu'on est en voie de se rattraper. Quand on parle de l'OTAN, je pense qu'une nuance qui est intéressante à faire, c'est la contribution aux opérations courantes, les opérations déployées, versus la contribution au plan. Fait que je vais parler de l'implication du Canada à travers des années au sein des opérations. On est présent. Mais peut-être, on a beaucoup de chemin à faire. C'est là qu'on va se rattraper avec les investissements à venir. C'est dans la capacité de contribuer au plan. Puis des plans crédibles et ressourcés avec les ressources nécessaires, c'est ça qui amène la dissuasion. Il faut faire ça. Bon, vous savez qu'on était présent en Afghanistan avec nos alliés de l'Alliance. La marine, présentement, quasiment toute l'année, fournit des navires, des frégates ou des navires de défense côtière en Europe, en Méditerranée, en mer Baltique également. L'aviation, on a envoyé des F-18 là, faire la mission de police aérienne sur le flanc Est de 2017 à 2022. Présentement, on a des avions de transport Hercule qui sont basés en Angleterre puis qui soutiennent le ravitaillement là, pour les contributions de l'OTAN aux forces ukrainiennes. Nos forces spéciales également font d'entraînement, notamment ils ont participé à un exercice Cold Response en Norvège, puis on contribue également dans les nouveaux domaines émergents, cyber et espace. Donc le Canada contribue. On continue avec le soutien à l'Ukraine. On a commencé en 2015 après l'invasion de la Crimée, puis depuis ce temps-là, on a au-dessus de 45 000 troupes là, qui ont été entraînées par des Canadiens, des troupes ukrainiennes. Fait que du côté de la contribution aux opérations courantes, le Canada est là. Mais comme j'ai mentionné, où il y a beaucoup de chemin à faire, c'est dans les plans. Notamment le Canada, et j'ai moins parlé de l'armée de terre, mais pour faire mon point un peu sur les plans, mais notre contribution à la brigade en Lettonie, un des 7 pays qui contribuent, il y a seulement 7 pays qui contribuent à des forces à l'avant sur le flanc Est, dans les pays baltes, en Pologne, puis en Roumanie, Hongrie, Bulgarie, Slovaquie. Mais quand c'est venu le temps de contribuer à cette brigade, quand on a augmenté notre contribution canadienne, le support d'autres nations de l'OTAN a été clé parce qu'on avait des manquements capacitaires. Puis après ça, c'est beau d'avoir des troupes à l'avant, mais dans un cas de crise, on va devoir projeter des troupes du Canada vers l'Europe pour défendre l'Europe, pour défendre le flanc Est contre la Russie si ça devait survenir. Mais c'est là qu'on a beaucoup de manques. Puis la façon que l'OTAN fait, c'est qu'ils établissent des cibles aux pays membres
des cibles en capacité, des cibles en nombre de troupes, puis les nouveaux investissements qui vont s'en venir au cours des prochaines années vont nous permettre maintenant d'avoir des contributions et des forces disponibles pour contribuer à la crédibilité du Canada, mais aussi à la crédibilité de l'OTAN et de sa capacité à dissuader. Puis d'un point de vue économique, c'est ça le but de la discussion aujourd'hui, pour l'industrie, ces investissements-là, puis le développement de ces capacités-là, ça va être des opportunités incroyables. Puis c'est ça qu'on veut maintenant, c'est que le Canada puis l'industrie canadienne puissent se positionner pour ça. C'est beau l'OTAN, c'est beau ce qu'on a fait, là, mais là, tu sais, ce que je ressens de l'Europe, c'est un peu plus, arrêtons de regarder ce qu'on a fait, puis regardons beaucoup plus ce qu'il y a à faire, parce que pour eux autres, la Russie là, devient une menace beaucoup plus grande. Puis moi, je regarde ça depuis quelques années du Canada, là, puis c'est certain que NORAD, la défense du continent, a toujours été importante. Puis je pense que quand on parle de défense ici au Canada, on parle beaucoup de NORAD, on parle beaucoup de l'Arctique, mais au point de vue international, là, puis même au point de vue canadien, quand on commence à avoir des problèmes avec les États-Unis, comme on a eu dans la dernière année, puis que l'Europe a eu, l'importance de l'OTAN ou l'importance de l'Europe pour le Canada, là, ça devient beaucoup plus important quand on pense à la défense d'un point de vue canadien. Là. Est-ce que d'un point de vue européen, c'est la même chose? Est-ce que si les Européens ressentent moins la présence des Américains, est-ce que le besoin d'avoir un Canada proche, un Canada plus fort, puis un Canada parti de l'OTAN, est-ce qu'ils ressentent aussi ce besoin-là là, de le voir plus fort, ce lien-là entre le Canada et l'Europe? Écoute, comme Canadien, je suis biaisé, mais moi, je pense que certainement. On le sait, là, on le voit. C'est sûr que les États-Unis jouent un rôle prépondérant dans l'OTAN. Ils font des menaces de s'en retirer. L'Europe est énergisée présentement de se réarmer, de se réorganiser pour être capable collectivement d'assurer sa défense avec une moins grande dépendance des États-Unis. Puis comme j'ai mentionné tantôt un petit peu là, avec les chiffres, le Canada est pas à négliger dans l'OTAN. On est le 7e plus gros pays. Puis si tu enlèves les États-Unis, on est le 6e en termes d'investissement en défense. Si tu enlèves les États-Unis, on est 7e en population. Donc, on est loin d'être négligeable comme en termes là, de richesse, en termes de capacité militaire. Le Canada, malgré qu'on a eu des manques en ressources, les Forces armées canadiennes, militairement, on est respecté avec nos partenaires de l'OTAN, mais aussi nos partenaires des Five Eyes. On prend souvent des rôles de commandement. Fait que je pense que pour l'Europe, sans aucun doute, d'avoir le Canada qui fait partie de l'OTAN, qui est impliqué, c'est important. On pourrait aussi parler de l'Arctique. Maintenant, on a la Finlande et la Suède qui ont joint l'OTAN. Donc, tous les partenaires du Conseil de l'Arctique, toutes les nations arctiques, moins la Russie, font maintenant partie de l'OTAN. Donc, il y a des bénéfices. Au minimum, il y a des bénéfices pour les nations du nord de l'Europe d'être bien coordonnées et de travailler de concert avec le Canada pour l'Arctique. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute que l'Europe est intéressée à maintenir des liens forts avec le Canada. Économiquement, oui, mais aussi d'un point de vue sécuritaire. Dans d'autres capsules vidéo qu'on a enregistrées, on a parlé beaucoup de la stratégie industrielle de défense au Canada. Là. Mais moi, je voudrais aborder avec toi le côté européen là, de cette diversification industrielle, puis où le gouvernement veut aller avec l'industrie canadienne, parce qu'on parle beaucoup du marché canadien qui va augmenter parce qu'on augmente les budgets ici en défense, donc il y a plus d'opportunités pour nos compagnies ici au Canada. Puis c'est beau, le gouvernement veut augmenter les opportunités, mais ce qui va avec, c'est que ces opportunités-là, là,
ça va venir en Europe aussi. Le premier ministre, l'année passée, là, très tôt dans son mandat, a négocié un statut économique spécial pour le Canada là, dans l'effort de réarmement européen, là, où nos compagnies canadiennes peuvent maintenant soumissionner avec le même statut que les compagnies européennes. Qu'est-ce que ça représente, ça, l'Europe, comme marché, là, comme opportunité pour nos compagnies? Fait qu'on vient de parler justement, je crois qu'on n'a pas trop besoin de convaincre l'Europe de l'importance de maintenir un partenariat avec le Canada. Puis je pense que le fait que le premier ministre a été capable de négocier ce statut économique-là en fait foi. Tu dis qu'est-ce que ça représente? Mettons juste commencer avec quelques chiffres peut-être. La population de l'Union européenne, c'est 450 millions d'habitants. L'OTAN, on sait qu'il y a des pays membres de l'OTAN qui font pas partie de l'Union européenne, mais si tu regardes tous les pays membres de l'OTAN, tu enlèves les États-Unis qui sont à 350 millions, on parle de 600, au-dessus de 600 millions. Donc, avec l'Union européenne ou tous les pays membres de l'OTAN qui, si je ne m'abuse, font également partie là, du projet de réarmement que l'Union européenne a établi. On parle d'une population de 600 millions d'habitants. Donc, ce n'est pas négligeable comme marché potentiel. Cette initiative de réarmement, puis je m'excuse de l'anglicisme, l'acronyme c'est SAFE, c'est Security Action for Europe. Donc, le projet SAFE, on parle, l'Union européenne a mis d'ici à 2030, donc c'est un horizon assez court, là, on veut des effets rapides, donc c'est des argents qui peuvent être disponibles. On a mis des prêts à très bas taux d'intérêt. On parle de 150 milliards de dollars qui vont être disponibles pour le développement de capacités militaires, de capacités en sécurité, en autant qu'il y ait au moins 2 pays qui collaborent ensemble pour le développement de ces capacités-là. L'accord permet aussi, alors que d'habitude, le seuil pour que quelqu'un de l'extérieur de l'Union européenne, qu'un pays de l'Union européenne là, puisse faire business faire des affaires avec l'Union européenne, d'habitude, faut pas que ça soit au-delà de 35% de contenu du pays. L'accord permet que le contenu canadien représente jusqu'à 80% de la valeur totale d'une entente, d'un contrat, d'un marché public qui serait conclu là, dans le cadre de ce projet-là. Donc, c'est des avantages, des bénéfices là, certains pour le Canada. Également, dans le cadre réglementaire là, de SAFE, les entreprises canadiennes vont bénéficier d'un traitement équivalent, là, fait que c'est un petit peu dans la même ordre d'idée, là, mais à celui accordé aux entreprises canadiennes, ce qui fait qu'on a une garantie là, d'un accès non discriminatoire aux opportunités d'achat qui sont financées par SAFE. Puis on parle encore là, pour les gens en uniforme qui ont servi avec le temps, on parle des STANAG, là, les accords de normalisation de l'OTAN. Donc, les capacités, les outils militaires l'armement militaire qui vont être développés, là, on parle encore des mêmes normes dont on est familier au Canada, puis dont l'industrie de la défense là, est déjà au courant. Donc, c'est une possibilité de soumissionner sur des contrats européens au même type que les compagnies européennes. Puis, comme j'ai mentionné au début, là, les prêts, 150 milliards de prêts, c'est des prêts à taux d'intérêt avantageux. Donc, je pense que l'opportunité là, de ces partenariats-là avec l'industrie européenne, il y a beaucoup de potentiel d'investissement pour le Canada. Fait que c'est ça. Que ça soit là, dans le contexte, là, dans la stratégie de défense, on parle de construire, collaborer ou acheter. Que ça soit dans les 3 domaines là, qui ont été mentionnés dans la stratégie industrielle de défense. Je pense que l'entente avec le statut économique spécial pour le Canada pour le réarmement dans l'Europe
va offrir là, des bénéfices certains pour l'industrie de la défense du Canada. Puis si je ne me trompe pas, Gervais, la dynamique du côté politique est un peu semblable en Europe qu'elle est au Canada. On essaie tout le monde de diversifier la provenance de nos systèmes d'armement parce qu'au Canada, comme en Europe, on a compté très longtemps sur les Américains là, pour la plupart de nos armes puis de nos besoins militaires. Puis là, maintenant, on essaie de se diversifier. Donc, les nouveaux achats, les nouveaux investissements, c'est en premier lieu essayer d'acheter quelque chose qui n'est pas américain. Donc, le Canada devrait quand même se positionner assez bien en compétition en Europe, surtout dans le domaine aérospatial, le domaine de l'espace, des domaines assez importants et solides au Canada là, pour essayer de percer le marché européen. Avec ce qui se passe, est-ce qu'il est possible de penser qu'il y a de la place pour plus de compagnies canadiennes d'opérer en Europe dans le domaine de la défense? Est-ce que nos compagnies devraient considérer assister à des forums européens sur la défense, un marché là, en Europe là, qui est probablement 10 fois plus grand qu'au Canada? Ben, tu sais, je pense que c'est ça qu'on vient de travailler là, dans les deux autres discussions, mais tu sais, c'est de faire, je pense qu'on fait l'argument que le Canada est respecté, qu'on a des liens avec l'Europe, puis que je pense qu'on est bien positionné. Je vais dire l'urgence de réarmer, de s'organiser militairement dans une optique là, d'assurer la souveraineté de l'Europe avec peut-être un désengagement partiel ou peu importe le niveau des États-Unis. Dans ce contexte-là d'urgence d'organiser les choses, je pense qu'un pays comme le Canada, ses capacités économiques, ses capacités dans l'industrie de la défense, je pense que l'Europe, ils ont besoin de nous et ils veulent qu'on soit présent. D'un côté, si je regarde ça un petit peu d'un côté opérationnel, je pense qu'il y a aussi des opérations ou des partenariats opérationnels qu'on a présentement ou qui vont se développer au cours des années qui offrent des opportunités aussi de développement de capacité pour l'industrie. J'ai parlé de l'Arctique tantôt. Donc, le Canada va travailler de plus en plus près avec les nations arctiques qui font toute partie de l'OTAN, donc Finlande, Suède, Norvège. J'ai mentionné notre présence en Lettonie. Il y a une douzaine de pays qui font partie de la force multinationale canadienne en Lettonie. Donc, le fait qu'on soit présent là, d'un côté opérationnellement, puis qu'il y a un besoin que notre armement, nos systèmes de communication, nos systèmes de surveillance communiquent puis fonctionnent ensemble, ça donne de l'exposition à ce qu'on développe, puis peut-être des opportunités là, pour des pays de voir que de l'équipement puis des ressources canadiennes seraient avantageuses pour eux. Fait que ça offre peut-être des plateformes uniques. Fait que oui, je pense qu'il y a une chance de percer là-dessus. Super intéressant, Gervais. Je pense que ça couvre un peu le sujet pour notre capsule vidéo. Je te remercie de ta présence, je te remercie de ton expertise, de la participation à la capsule. Évidemment, si c'est correct avec toi, on mettrait ton adresse email ici à l'écran. S'il y a des personnes qui sont intéressées, des compagnies qui sont intéressées à avoir discuté plus avec toi ou qui voudraient avoir plus d'informations ou de l'aide, de l'accompagnement là, vers ces développements-là en industrie de défense au Canada ou des ouvertures vers l'Europe. Mais je pense que toi, puis la firme que tu représentes, Expertise Défense, où tu es un partenaire principal, je pense que vous en faites beaucoup de ce temps-ci avec plusieurs compagnies québécoises. Hey, merci, ça fait plaisir. Puis on essaye de partager nos connaissances puis nos expériences de plusieurs années là, au sein de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes avec l'industrie. Il y a des choses importantes qui s'en viennent. Puis si on peut aider là-dedans, ben, ça nous fera bien plaisir, un bel honneur. Merci beaucoup. Brigadier général Gervais Carpentier, merci. Merci.
Alors, bonjour, chers participants. C'est maintenant la deuxième partie de ce profil d'entreprise que nous faisons avec Groupe ProB, une entreprise industrielle dont les capacités dépassent les frontières des projets industriels que l'on peut connaître au Québec, donc qui sont impliqués dans les grands projets industriels. Et avec nous pour en parler, on a encore une fois l'honneur de recevoir Pierre-Olivier Desmarais, responsable du développement des affaires dans cette entreprise. Monsieur Desmarais, bonjour. Bonjour Pierre. Parlez-nous justement des capacités de Groupe ProB. Je comprends qu'il y a plein de possibilités, notamment dans le secteur de la défense, évidemment. Un secteur que vous connaissez bien, puis dans lequel vous voyez plein d'opportunités venir encore. Mais parlez-nous des capacités de Groupe ProB pour que nos auditeurs, qui sont pour plusieurs des chefs d'entreprise, voient peut-être une occasion de partenariat ou une occasion d'affaires quelconque. Bref, c'est ce qu'on veut essayer de susciter aussi par cette série. Donc, chez Groupe ProB, on a deux grands volets qu'on offre. Le premier, c'est notre rôle d'entrepreneur général où on prend en charge des projets industriels complexes, de la planification jusqu'à l'exécution puis la livraison du projet. Puis le deuxième, qui est notre capacité de fabrication. Dans le fond, on a nos installations à Trois-Rivières dans lesquelles on fait de la structure d'acier, de la tuyauterie industrielle, puis de la chaudronnerie spécialisée. Donc, dans la chaudronnerie, on fait des échangeurs de chaleur, on fait des réservoirs sous pression, etc. Ce qui nous distingue, c'est vraiment la combinaison de ces deux forces-là. Ça comprend autant les enjeux de chantier que les réalités de fabrication. Puis ça nous permet d'offrir des solutions complètes dans les prix puis dans les temps pour nos clients. Merci beaucoup pour ces explications, M. Desmarais. Puis, on se revoit très bientôt pour la troisième capsule. Merci, Pierre. Alors, c'est maintenant l'heure du conseil juridique du jour en immigration. Et pour vous présenter ce conseil, je vous présente Marc-André Séguin, qui est associé et cofondateur chez Exeo. Alors, Marc-André, bonjour. Bonjour, Pierre. Si un de nos membres veut se positionner sérieusement en matière d'immigration, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire concrètement? Pierre, je conseillerais trois choses. Premièrement, c'est important de planifier ici sur 3 ans et non pas sur un horizon de seulement quelques mois. Les délais d'immigration, malheureusement, ne s'accommodent pas de l'urgence. Par exemple, une demande de permis de travail, dépendamment de sa catégorie, de la façon dont on l'a planifié, peut s'étaler sur plusieurs mois. Un parcours vers la résidence permanente se mesure en années. Et donc, si on attend d'avoir un poste vacant pour commencer le processus, on est malheureusement déjà en retard. Qu'on soit dans la fabrication de composants aérospatiaux, dans l'ingénierie de systèmes de drones, dans la construction d'infrastructures militaires, dans la logistique de défense, la question n'est pas de savoir si on va avoir besoin de main-d'œuvre à l'international, c'est de savoir quand et de prévoir le tout en amont. Deuxièmement, si on regarde le marché américain comme entrepreneur, c'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux sur le plan juridique. Les entreprises québécoises qui se développent au sud de la frontière vont nécessairement avoir besoin de permis de travail pour leur main-d'œuvre afin de mieux opérer dans ce marché-là et de le faire en toute conformité. Sans entrer dans les technicalités des différents permis de travail, ce sont des situations avec lesquelles notre cabinet est extrêmement familier et on peut aider donc dans cette planification dans un environnement qui est très différent. C'est un environnement aussi qui a beaucoup évolué au fil des dernières années et qui souligne toute l'importance donc d'une conformité bien informée, bien structurée et sans risque pour les entreprises d'ici qui veulent opérer chez nos voisins. Troisièmement, si on recrute à l'international, commencez par des bassins francophones et surtout si vous opérez au Québec.
Ce sont des candidats qui arrivent avec de bien meilleurs profils pour accéder à la résidence permanente au Québec. Ils s'intègrent plus facilement. Ils sont très largement sous-sollicités par plusieurs employeurs dans une vaste quantité de secteurs. Donc, ça vaut la peine de le considérer et d'aller explorer du moins le potentiel de ce bassin de travailleurs. Si je peux résumer l'entièreté de ces conseils en un mot, Pierre, c'est vraiment planification. Et c'est un mot qui prend toute son importance dans le contexte actuel et qui nous permet donc et aux entreprises d'analyser ce qui se pointe à l'horizon, de prévoir nos besoins et d'agir en conséquence pour que, lorsque ce besoin se manifeste, qu'on ait déjà une solution en cours de route et qu'on soit prêt à y faire face. C'est ce qui va faire la différence pour plusieurs de nos entreprises au Québec pour les rendre compétitives et efficaces sur le terrain, tout en livrant la marchandise dans un secteur en très forte croissance. Mais encore une fois, Marc-André, merci beaucoup pour ce précieux conseil et une excellente fin de journée à toi. Merci. Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule de notre série sur les semaines de la défense. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un entrepreneur du Québec, M. Patrick Sirois. M. Sirois est président de l'entreprise Triode qui fait du conseil stratégique. Il est détenteur d'une maîtrise en administration des affaires. Beaucoup d'expérience avec la défense, avec les contrats de la défense, avec le gouvernement fédéral, a travaillé déjà chez Bombardier pendant plusieurs années. Là maintenant, avec son entreprise de conseil stratégique, travaille avec des grandes compagnies au Québec, les accompagner dans des contrats avec la défense. Donc, il est au courant un peu de comment ça se passe depuis des années. A certainement suivi ce qui se passe depuis l'année passée avec les changements qui s'annoncent au niveau de la défense. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant d'inviter M. Sirois à venir parler de son expérience un peu, puis peut-être aider les entrepreneurs qui nous écoutent, ou le monde qui sont dans le monde des affaires, peut-être à comment lui le vit, ce changement-là, comment il se positionne, comment il aide des compagnies à se positionner, puis peut-être ça peut aider plusieurs d'entre vous là, maintenant à naviguer tout ce qui se passe avec le gouvernement, la défense et l'entreprise au Québec. Monsieur Sirois, bienvenue. Puis si vous permettez, je vais vous tutoyer, ça va être Patrick et Yvan. Certainement. Écoute, Patrick, j'en ai parlé un peu. Je trouve intéressant l'expérience qui t'a amené où tu es présentement. Je pense que tu fais déjà beaucoup de mentorat, puis tu aides du monde à naviguer déjà dans cette affaire-là. Là, maintenant, tu as la chance d'en aider plus, puis je pense qu'on va essayer de profiter de ça. Je vais mettre la question sur la table. Tu as vu ce qui s'est passé depuis plusieurs années, la pesanteur d'un système bureaucratique, un gouvernement là, qui a des budgets restreints en défense, puis tout d'un coup, là, c'est un changement de cap à 180 degrés. Maintenant, il va y avoir beaucoup de budget sur la table pour les prochains 10 ans. On a un gouvernement super ambitieux là, au niveau de la défense. On veut développer une industrie de la défense au Canada. Puis c'est intéressant. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'entreprises qui sont embarquées là-dedans. Puis maintenant, là, veulent suivre le gouvernement dans cette entreprise-là. Comment, toi, tu as vécu ce changement-là dans la dernière année? Comment tu l'as vécu avec ton entreprise, les entreprises que tu accompagnes? Puis, parle-nous de ton expérience. Ben, merci pour l'occasion, puis merci pour l'invitation. En fait, effectivement, là, ça fait 15 ans à peu près qu'on œuvre dans le monde de la défense. La dernière année est une année d'effervescence en termes d'annonces, en termes de budget, en termes d'intérêt vers le marché de la défense.
La réalité, c'est qu'il n'y a pas nécessairement plus de projets qui ont découlé depuis les dernières annonces. La réalité, c'est que, tu l'as mentionné, là, il y a des nouveaux budgets, la machine est grosse. Fait que, il y a des budgets qui ont été alloués, mais le processus, pour l'instant, les processus restent les mêmes. Donc, il y a pas mal de bureaucratie dans le système. Et les projets qui sont en cours commencent à s'accélérer. Fait qu'on est à peu près un an après les premières annonces d'augmentation de budget. On a atteint le 2%, ça c'est parfait. Pour atteindre le 5%, il reste plusieurs projets à mettre sur la carte. Il y a déjà des projets qui ont été annoncés, il y a déjà des projets qui s'accélèrent. Fait que, je pense que la clé dans tout ça, c'est de rester au fait de ce qui s'en vient. Puis de bien se positionner. On a encore du temps comme entrepreneur pour se positionner dans le marché. On a la chance d'être dans ce marché-là depuis longtemps. Les premiers gagnants vont être ceux qui sont déjà dans le marché ou ceux qui se positionnent, qui se préparent pour percer ce marché-là. Mais surtout ceux qui savent bien c'est quoi les projets qui s'en viennent. Fait que rester au fait des projets qui sont annoncés, rester au fait des activités qui se passent présentement pour vraiment être mieux outillé pour pouvoir positionner notre entreprise, dans le fond, en répondre à la demande qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que les annonces ont été faites il y a un an, qu'il est trop tard. Bien au contraire, c'est encore en plein temps de se positionner. Mais si quelqu'un veut se positionner, pas jamais travailler avec la défense, puis il ne connaît pas vraiment personne, là, c'est travailler dans un environnement plutôt commercial, où est-ce qu'on va, si on veut aller en ligne et essayer de trouver de l'information là-dessus, où est-ce qu'on commence? La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a à vendre à la défense. Si vous vendez un produit directement à la défense, aux usagers, ce que nous on appelle les users, là, l'état-major de la défense, qui c'est déjà dans les pratiques courantes de la défense, mais que c'est la défense qui achète, parce qu'il faut imaginer que la défense achète de tout, là, des avions, des véhicules civils, des véhicules blindés, des protections personnelles, du tissu, du linge, n'importe quoi. La défense achète tout ça. Il y a des grands projets, ça c'est ce qu'on entend parler partout, c'est des grands projets. Puis là, il faut savoir exactement où est-ce que vous, comme entrepreneur, où est-ce que nous, comme entrepreneurs, on se situe. Est-ce qu'on vend la défense ou est-ce qu'on est un fournisseur potentiel dans la chaîne d'approvisionnement de la défense? Si on vend la défense, à ce moment-là, il faut commencer à entretenir des liens avec l'état-major, avec les gens qui s'occupent de la définition du matériel, les sous-ministres définition du matériel au niveau de la défense. Puis à partir de là, on commence à montrer nos technologies, montrer nos produits pour éventuellement être appelé à répondre à des appels d'offres. Ça va toujours fonctionner de la même façon. C'est la première étape. Si vous pensez que vous avez une technologie que vous pouvez vendre directement à la défense, la porte d'entrée reste l'état-major et les différents groupes de définition de matériel qui vont vous permettre éventuellement d'avoir des specs qui sont reconnus dans les appels d'offres puis pouvoir répondre à ces appels d'offres-là. Si vous pensez que vous pouvez être un donneur d'ordre, c'est une très bonne façon de faire. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un projet directement avec le Canada, c'est une très bonne façon de faire, c'est de travailler comme ça. Si vous pensez que vous pouvez fournir des composantes ou des systèmes à des groupes d'entreprises ou à des donneurs d'ordre qui sont déjà dans la défense, là, la porte n'est pas la même. Ça sert plus beaucoup à grand-chose de parler directement à l'état-major. Là, ce qui est important, c'est de parler aux donneurs d'ordre, ce qu'on appelle les prime contractors, qui, eux, vont vous embarquer dans leur chaîne d'approvisionnement. Puis là, c'est le processus, c'est pas le processus standard d'approvisionnement parce que c'est un peu plus complexe avec les primes. Il y a des certifications à aller chercher, mais ça reste que là, vous n'avez plus besoin nécessairement de parler aux gens de la défense directement, vous parlez aux grands donneurs d'ordre ou les filiales de ces donneurs-là qui sont au Canada. Puis là, ils vont pouvoir vous aider à embarquer. Puis après ça, la troisième couche, si on veut, c'est si vous êtes des sous-traitants où vous pouvez fournir des composantes ou des produits à la défense, mais que vous ne travaillez pas directement avec le donneur d'ordre. Bien là, c'est dans la chaîne d'approvisionnement un peu plus standard. Puis à part le volet certification qui va être demandé ou accréditation qui va être demandé, vous allez être beaucoup moins exposé aux demandes exigeantes de la défense. Fait que si j'ai une petite entreprise, puis moi je veux vendre je me dis, il achète un paquet de nouveaux camions pour la défense, je veux vendre des pneus. Puis
Ça, je veux vendre ça. Moi, je me souviens qu'à la Défense, c'était pas nous autres qui s'occupaient de ça, c'était le Service public Approvisionnement Canada là, Est-ce que c'est encore comme ça? Est-ce que c'est à travers ce système-là là, qu'il faut passer? Oui, si c'est un produit qui est plus ou moins standard, ils appellent ça des acquisitions commerciales ou acquisitions civiles. Si c'est un produit qui est plus ou moins standard, ben là, c'est de surveiller le site canadabuys.ca où est-ce que là, vous allez pouvoir voir les appels d'offres sortir, les trier à toutes les semaines, puis voir si votre produit est présent là-bas. Vous pouvez faire aussi une recherche dans le passé sur ce site-là pour voir est-ce que vos produits ont déjà été appelés par ce site-là pour voir si vous auriez peut-être pu répondre il y a 6 mois, il y a un an, à un appel d'offres de ce genre-là. Fait que ça, c'est une bonne façon de faire de la veille puis de se positionner. Fait que Canada Buys est par là où tout passe. La prochaine étape après ça, ça s'appelle Ariba, qui est un site un peu plus complexe, mais il faut s'inscrire à ce site-là. C'est un site SAP. Puis à partir de là, vous allez pouvoir répondre aux appels d'offres. Donc, vous allez pouvoir faire une soumission commerciale. Et puis, si c'est un produit assez standard, la soumission commerciale n'est pas très exigeante. Ils vont vouloir s'assurer que vous avez une capacité de production, que vous êtes sérieux, que vous êtes vraiment au Canada, que vous êtes une entreprise canadienne, etc. Fait que pour répondre pour des produits plus ou moins standards, c'est la façon la plus simple, c'est le site Canada Buys qui est géré par le service d'approvisionnement du Canada, effectivement. Puis pour ces entrepreneurs-là là, qui commencent à trouver de l'information puis tout, là, euh, moi, mon expérience, quand j'ai commencé à regarder en ligne, c'était un paquet de numéros de téléphone au gouvernement, là, où on peut téléphoner et essayer d'avoir de l'aide. Mais dans la dernière année, avec les changements qui se passent, je pense que nos bureaucrates ne sont pas encore au fait de ce qui se passe. Puis, en tout cas, moi, mon expérience, c'est les quelques-uns qui ont essayé d'avoir de l'information à partir de lignes du gouvernement, là, et la réponse était souvent, on ne le sait pas encore, le programme n'est pas défini encore, va falloir attendre avant qu'on en sache plus. La réponse était souvent au gouvernement, on n'en sait pas plus que vous, on entend ce que les politiciens veulent, où ils veulent aller, mais ce n'est pas encore tout en ligne. Euh, Pour ces entrepreneurs-là, là, il est quand même temps, vous l'avez dit, où on peut se positionner. Est-ce qu'il y a des ressources au Québec où, j'imagine que vous, comme stratège conseil, et vous donnez des services à des compagnies, et il doit y en avoir d'autres au Québec qui font ça. Est-ce que c'est une bonne option pour ces entrepreneurs-là qui voudraient peut-être avoir quelqu'un pour les aider à se positionner ou voir qu'est-ce qui est possible de faire avec l'information qui est disponible? Oui, il y a plusieurs sources d'informations possibles. Il y a encore là, le Service public du Canada offre 4 ou 5 fois par année des formations sur comment aller sur ces sites-là, comment chercher les opportunités, etc. Fait que ça c'est une formation qui peut être disponible, des webinaires aussi qui existent. On offre aussi ce service-là, c'est-à-dire d'accompagnement des entrepreneurs, ça c'est sûr, pour des projets qui sont beaucoup plus orientés, spécifiques à la défense, pas des produits qui sont plus standards. Et puis le reste, c'est comme tout bon marché, comme tout bon entrepreneur, c'est de faire ses devoirs. Donc, il y a quelques activités commerciales auxquelles il faut participer ou c'est important de participer, des foires commerciales dédiées à la défense. Il y a des foires commerciales, il y a une association canadienne de la défense qui s'appelle CATI, l'Association canadienne de la défense et de la sécurité. Et eux, ils ont quelques activités clés. Souvent, les activités clés sont réservées aux membres. Donc, ça peut être une façon quand même d'être exposé, c'est de participer à ces activités-là. Pour un entrepreneur qui voudrait commencer à faire des recherches, il y a beaucoup d'autres activités qui existent. Sans être membre de CADSI, il y a beaucoup d'autres activités qui existent qui peuvent permettre de parler aux donneurs d'ordre, de faire le tour de kiosque où est-ce que tous les donneurs d'ordre sont là, puis il y a souvent une personne, le responsable des achats est là, puis juste parler, « Hey, moi, je fournis tel produit, je fournis tel service, est-ce que c'est quelque chose que vous achetez présentement? Avez-vous besoin de ça? Comment je fais pour m'inscrire sur votre portail? » Il y a une liste qui existe des 100 plus grandes entreprises de la défense au Canada, qui est publiée par un magazine. Fait que si vous allez sur cette liste-là, vous prenez le top 10 ou le top 20, puis vous allez visiter leur site web. Ils ont tous un endroit, chaque donneur d'ordre a un endroit pour s'inscrire comme fournisseur potentiel. Fait que je dirais que
de toute façon, si vous allez parler à un fournisseur, c'est la première chose qu'il va vous dire, est-ce que vous êtes inscrit sur notre portail? Fait que si vous parlez à General Dynamics Land System, à Rheinmetall qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu ou à General Dynamics OTS qui est à Valleyfield, c'est la première chose qu'ils vont vous demander, est-ce que vous vous êtes inscrit sur notre portail? Fait que si vous ne voulez pas retourner bredouille à la fin d'une foire comme ça, assurez-vous de faire vos devoirs pour identifier les 5 ou 10 prospects les plus intéressants, puis à partir de là, allez vous inscrire sur leur portail. Il y a des inscriptions qui sont super simples, il y en a qui sont un peu plus complexes. Et puis à partir de là, vous allez pouvoir aussi voir c'est quoi la liste de produits qu'ils ont, puis où est-ce que vous pourriez vous inscrire dans ces produits-là. Je trouve ça intéressant. Le magazine que vous mentionniez, je pense que c'est Canadian Defense Review qui publie à chaque année cette liste-là des 100 plus grandes entreprises de la défense avec les coordonnées, là. C'est de fait une très bonne ressource là, pour pouvoir avoir une liste de ces compagnies-là, puis pouvoir après ça aller s'inscrire, là, comme vous dites, excellente suggestion. Vous amenez sur un champ peut-être un petit peu différent. On parle beaucoup pour les entreprises du marché canadien, là, puis l'augmentation des budgets, puis tout ce qui va se faire ici. Mais ça demeure quand même qu'au niveau mondial, le Canada, même en augmentant ses budgets, demeure quand même un marché restreint là, pour la défense. On parle aussi de ce qui se passe en Europe, où on augmente beaucoup les budgets du côté militaire. Il y a des milliards d'euros qui sont investis aussi à développer le marché. Puis je pense qu'en Europe, ils ont le même défi que nous d'essayer de se divertir, essayer de diversifier leurs sources d'achat militaire. Puis acheter beaucoup moins américain, puis essayer de trouver un paquet de choses qui viennent d'ailleurs. Donc, des produits canadiens, surtout avec ce que M. Carney a négocié là, comme entente pour que les Canadiens puissent avoir accès au marché européen au même titre qu'un pays européen, ça peut devenir super intéressant pour les compagnies canadiennes, là, puis essayer de faire affaire en Europe. Est-ce que c'est des choses que vous explorez dans ce que vous faites? Oui, 100%. Il faut comprendre que le marché canadien, vous l'avez dit, là, c'est le marché canadien de la défense est petit en réalité, même si on entend des gros chiffres à la radio, à la télé, on entend des super gros chiffres, mais c'est quand même restreint comme volume. Une entreprise qui veut vendre, qui veut fabriquer à volume, il y a 70 000 soldats présentement dans la défense canadienne, ils veulent monter à 100, 110 de mémoire. Il y a un gros projet de véhicules, on parle de 1500 à 2500 véhicules. C'est très peu sur 5 ans. Fait que c'est très peu de volume comparé aux Américains qui vont faire 10 fois plus. Fait que une entreprise qui veut se positionner puis avoir le marché de la défense comme un potentiel axe de croissance doit absolument utiliser le marché canadien pour se positionner, mais surtout utiliser le marché canadien comme stepping stone pour aller vers l'Europe, parce que si, à moins que vous vous contentiez du marché canadien et que c'est suffisant pour l'entreprise, c'est tant mieux, mais c'est rare les entreprises de taille, les grosses PME ou les petites grandes entreprises qui peuvent survivre avec un projet de 1500 véhicules, puis 10 ans plus tard, il y a un autre projet de 1500 véhicules. Fait que ce qu'il faut faire, c'est essayer, puis si vous cognez à la porte tout de suite, à la porte des Européens, il y a deux réponses qui se font. La première, c'est oui, on est intéressé parce qu'il y a un rapprochement évident entre entre les Européens et les Canadiens. Ça, c'est parfait. Mais la première question qu'ils vont souvent poser, si c'est des gens de la défense, c'est est-ce que vous vendez déjà à la défense canadienne? Si vous ne vendez pas à la défense canadienne puis vous essayez de vendre à la défense européenne, peut-être que vous coupez un peu, vous coupez les coins ronds un petit peu. Ça vaut la peine de vendre à la défense canadienne, puis après ça, avoir un ambassadeur parce que vous avez des projets qui ont été réalisés. Puis là, il y a deux éléments qui peuvent servir de propulseur vers l'Europe. Il y a les attachés de défense qui, de plus en plus, sont orientés, je vais le dire comme ça, là, orientés business, c'est-à-dire qu'avant, les attachés de défense, c'était beaucoup, puis vous le savez plus que moi, c'était beaucoup une relation interarmée, c'était s'assurer qu'on était sur les mêmes valeurs, etc., les mêmes types d'équipements, tout ça. Aujourd'hui, l'attaché de défense sert aussi d'intermédiaire pour parler à la défense de l'Angleterre, à parler à la DGA en Europe, en France,
ou à une autre armée. Fait que l'attaché de défense participe habituellement à tous les événements, les foires commerciales de défense. Fait que si vous parlez à l'attaché de défense canadien, puis vous présentez votre produit, vous avez déjà vendu au Canada, ça peut vous faire une belle porte d'entrée. Il peut vous ouvrir des portes. Il ne vendra pas pour vous, mais il peut vous ouvrir des portes vers d'autres armées, vers d'autres marchés de défense. Et le dernier point, ce qu'on voit présentement, qu'on n'avait jamais vu ça avant 3 ou 4 ans, c'était quand on cogne à la porte des entreprises européennes. Avant, c'était j'ai de la capacité de production. Oui, s'il y a un produit au Canada ou s'il y a un produit à fabriquer, je vais le fabriquer. Aujourd'hui, c'est je n'ai plus de capacité. Fait que je suis 100% ouvert à ouvrir mes dessins, puis faire ce qu'on appelle dans le marché du contract manufacturing, c'est que donner à contrat une partie de ma fabrication à une entreprise canadienne, ça va me permettre d'élargir ma chaîne d'approvisionnement, ça va me permettre de gérer mon risque territorial, mon risque financier. Fait qu'il y a certains projets qui s'en viennent au niveau de la défense canadienne, où est-ce que quand on cogne aux portes des entreprises européennes, on est surpris qu'ils nous disent, moi, je suis parfait, je vais donner ma propriété intellectuelle à une entreprise canadienne, ils me donneront des royautés, puis ils pourront fabriquer sous mon nom là-bas pour livrer à l'armée canadienne. On n'avait jamais vu ça avant. Fait que le fait que le marché est en pleine croissance, ça amène aussi d'autres types d'opportunités qui font qu'une entreprise qui a des capacités au Canada peut même se permettre de rêver puis de fabriquer des produits pour le Canada, même s'ils n'ont pas leurs produits propriétaires. Ils pourraient avoir une entente avec une entreprise européenne puis fabriquer un produit européen, mais 100% au Canada. Fait que c'est des opportunités qu'on ne voyait pas avant. Un angle super intéressant. Écoutez, c'est à peu près tout le temps qu'on a pour notre discussion, mais ça a été un angle, je pense, qui peut être très utile pour nos compagnies québécoises. Si vous avez besoin d'aide dans tout ça, je pense que vous pouvez toujours contacter M. Sirois. On va mettre son adresse email à l'écran. Patrick Sirois. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des contenus très intéressants là, qu'il publie et qui met en ligne sur le secteur de la défense. Merci beaucoup de votre collaboration aujourd'hui. Et à la prochaine. Jean. Merci. Hi, I'm Joanna Davies. And I'm Colin Cook, and we are the co-founders and managing directors of Polaris Advantage. Between us, we bring decades of experience across the Canadian defence, marine, and shipbuilding sectors. As trusted advisors, we've built long-standing relationships and a strong track record of delivering results across this ecosystem. We started Polaris Advantage because we saw a significant gap. Canada needs more Canadian companies from the Royal Canadian Navy and Canadian Coast Guard sustainment ecosystems now and into the future. We help businesses enter and grow in defense, marine, and public safety, supporting both the path and the trajectory into successful futures. And the landscape is changing quickly with Buy Canadian policies, the Defence Investment Agency, the recently promulgated Defence Industrial Strategy, and shifting global dynamics. It's a much more complex landscape. We work closely with industry and government stakeholders, taking a Team Canada approach to connect the right people with the right opportunities. With a national network and deep expertise in growth, government contracting, and procurement, we help accelerate your path and trajectory and ensure you are guided and directed by experts. And the time is now. If you'd like to hear more about what Polaris Advantage is doing and our team of experts across the country, please check us out at polarisadvantage.ca. Thank you. You took the leap. You put in the long hours. You worked hard to turn your dream into a reality. Now it's time to take your business to the world. But you don't have to do it alone. Our global network of trade experts are ready to support you on your export journey. Explore new markets. Overcome challenges. Build meaningful connections. We are the Trade Commissioner Service.
Are you ready to go global?